Le 1er mai 1865, Francisco Solano López se tient devant ses généraux dans son quartier général à Humeita. Autour de lui, les cartes militaires montrent une réalité qu'il refuse d'accepter. Le Paraguay est encerclé par 3 nations, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Ensemble, ces pays représentent une population de 11 millions d'habitants. Le Paraguay en compte à peine 450 000. Les armées ennemies totalisent plus de 150 000 hommes équipés d'armes modernes et de navires de guerre. López dispose de peut-être 60 000 soldats, dont beaucoup sont armés de mousquets obsolètes. Tout stratège rationnel demanderait la paix. Tout dirigeant sain d'esprit négocierait. Mais López n'est ni rationnel, ni sain d'esprit. Il se croit le Napoléon de l'Amérique du Sud. Il vient de déclarer la guerre à 3 nations simultanément, convaincu que sa supériorité tactique et le courage de son peuple compenseront l'infériorité numérique écrasante. Il se trompe. Cette erreur de calcul va coûter au Paraguay plus de 60% de sa population totale et jusqu'à 90% de ses hommes adultes. C'est la plus grande perte démographique proportionnelle jamais enregistrée dans l'histoire moderne. Mais voici ce que personne ne comprend au début de cette guerre. Ce ne sera pas une défaite militaire ordinaire. Ce sera un génocide accidentel, une extinction quasi totale d'une nation, causée non pas par une politique d'extermination délibérée, mais par l'obstination suicidaire d'un seul homme qui préférera voir son pays mourir plutôt que d'admettre sa défaite. La guerre de la Triple Alliance va durer 6 ans. 6 années pendant lesquelles le Paraguay sera transformé en un gigantesque cimetière à ciel ouvert. 6 années pendant lesquelles des enfants de 10 ans seront envoyés au front avec des lances en bois. 6 années pendant lesquelles les femmes devront enterrer leurs maris, leurs fils, leurs frères, leurs pères, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus d'hommes à enterrer. Et tout cela commence avec l'ego démesuré d'un dictateur qui croit pouvoir défier un continent entier. Pour comprendre comment le Paraguay est arrivé à ce point de non-retour, il faut remonter à 1862, quand Francisco Solano López hérite du pouvoir de son père, Carlos Antonio López. Le Paraguay de 1862 est une anomalie en Amérique du Sud. C'est un pays relativement prospère, isolationniste et étrangement égalitaire pour l'époque. Il n'y a pratiquement pas d'esclavage. L'État contrôle la plupart des terres et de l'économie. L'éducation est obligatoire. Le taux d'alphabétisation est l'un des plus élevés du continent. Mais le Paraguay est aussi une dictature. Carlos Antonio López a régné pendant 21 ans comme un autocrate absolu. Il a construit des forges, des chemins de fer, un télégraphe. Il a modernisé l'armée. Il a transformé le Paraguay en une puissance régionale respectable. Quand il meurt en 1862, il lègue à son fils un pays stable, une armée de 30 000 hommes et une économie fonctionnelle. Francisco Solano López hérite de tout cela et décide immédiatement que ce n'est pas assez. Il veut être reconnu comme le plus grand leader d'Amérique du Sud. Il veut un empire. Il se compare à Napoléon Bonaparte, son héros personnel. Il porte des uniformes somptueux copiés sur ceux de l'empereur français. Il se fait construire des palais extravagants. Il épouse Eliza Lynch, une Irlandaise ambitieuse qui devient sa conseillère et l'encourage dans ses délires de grandeur. López regarde autour de lui et voit des opportunités. L'Uruguay est en guerre civile entre 2 factions, les Blancos et les Colorado. L'Argentine est divisée politiquement entre Buenos Aires et les provinces. Le Brésil, bien que puissant, est lent et bureaucratique. López pense pouvoir jouer ses puissances les unes contre les autres, étendre l'influence paraguayenne, peut-être même conquérir des territoires. En 1864, l'occasion semble se présenter. L'Uruguay est déchiré par la guerre civile. Le Parti Blanco, traditionnellement allié du Paraguay, est attaqué par le Parti Colorado, soutenu par le Brésil. López voit une chance d'intervenir, de protéger son allié, de démontrer sa puissance. Il envoie un ultimatum au Brésil, arrêter l'intervention en Uruguay ou faire face aux conséquences. Le Brésil ignore l'ultimatum. C'est une insulte que López ne peut tolérer.
En novembre 1864, sans déclaration de guerre formelle, il ordonne la capture d'un navire marchand brésilien sur le fleuve Paraguay. C'est un acte de guerre. Le Brésil répond en mobilisant son armée. Mais López ne s'arrête pas là. Pour atteindre l'Uruguay et aider les Blancos, ses troupes doivent traverser le territoire argentin. López demande la permission à l'Argentine. L'Argentine refuse, préférant rester neutre. López, dans un acte de folie pure, décide d'envahir l'Argentine de toute façon. En mars 1865, les troupes paraguayennes traversent la Frontière et la frontière argentine et occupent la province de Corrientes. López vient de déclarer la guerre à l'Argentine. En mai 1865, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay, maintenant sous contrôle Colorado pro-brésilien, signent le traité de la Triple Alliance. Leur objectif, détruire complètement le régime de López. López se retrouve face à 3 ennemis simultanés. Sa population totale, 450 000 à 525 000 personnes selon les estimations. La population combinée de ses ennemis, plus de 11 millions. Ses ressources économiques, limitées et isolées. Les ressources de ses ennemis, vastes et soutenues par des emprunts britanniques. N'importe quel dirigeant rationnel aurait demandé la paix immédiatement. López double la mise. Il mobilise non seulement toute son armée régulière, mais commence à enrôler des civils. Des hommes de 12 à 60 ans sont appelés. L'économie paraguayenne, déjà limitée, s'effondre alors que les travailleurs quittent les champs pour rejoindre l'armée. Les premières batailles montrent rapidement la réalité. En septembre 1866, à la bataille de Curupaytí, López remporte une victoire défensive, infligeant 4000 pertes aux Alliés contre seulement 54 pour le Paraguay. López proclame cette victoire comme la preuve de sa supériorité tactique. Il ne comprend pas que c'est l'exception, pas la règle. Parce que la Triple Alliance apprend de ses erreurs. Elle adapte sa stratégie. Elle utilise sa supériorité navale pour remonter les fleuves et contourner les forteresses paraguayennes. Elle mobilise des ressources massives. Le Brésil à lui seul finance une armée de plus de 100 000 hommes, la plus grande force militaire jamais assemblée en Amérique du Sud jusqu'à cette date. En 1867, la forteresse de Humaitá, considérée comme imprenable, tombe après un siège dévastateur. Les troupes paraguayennes se retirent. López refuse toujours de négocier. Il ordonne la mobilisation totale. Maintenant, des garçons de 10 ans sont enrôlés. On leur donne des lances en bois avec des pointes en métal, des fusils trop lourds pour qu'ils les portent, et on les envoie contre des soldats professionnels brésiliens armés de fusils modernes. C'est un massacre organisé. Mais López ne s'arrête pas. Il ne peut pas s'arrêter. Son ego, son orgueil, sa vision déformée de lui-même, comme le Napoléon de l'Amérique du Sud, tout cela l'empêche de voir la réalité. Il est en train de sacrifier son pays entier sur l'autel de sa propre vanité. Le 1er janvier 1869, Asunción, la capitale du Paraguay, tombe aux mains des forces de la Triple Alliance. Les soldats brésiliens et argentins entrent dans une ville déjà à moitié déserte. López a ordonné l'évacuation de toute la population civile des semaines plus tôt, forçant des dizaines de milliers de femmes, d'enfants et de vieillards à marcher vers l'intérieur du pays, loin des lignes de front. Beaucoup meurent en route, de faim, de maladie, d'épuisement. Mais la chute d'Asunción ne signifie pas la fin de la guerre, parce que López refuse toujours de se rendre. Il se retire dans les montagnes du nord-est avec les restes de son armée, maintenant réduite à peut-être 20 000 combattants, dont la majorité sont des enfants et des vieillards. Les hommes adultes valides sont presque tous morts. Les Alliés proposent des termes de paix généreux. López abdique, le Paraguay conserve son indépendance et ses frontières. López refuse. Il décrète que tout homme capable de tenir une arme doit combattre. Les garçons de 8 ans sont maintenant enrôlés. On les appelle les niños soldados, les enfants soldats. Ils portent de fausses barbes faites de fibres végétales pour paraître plus âgés. Ils chargent les lignes ennemies avec des lances, des machettes, tout ce qu'on peut leur donner. Le massacre continue.
À chaque bataille, le Paraguay perd des centaines, des milliers d'hommes. Les Alliés perdent aussi des soldats, mais ils peuvent les remplacer. Le Paraguay, lui, ne le peut pas. Chaque mort est irremplaçable. Chaque cadavre représente un pourcentage de plus de la population masculine totale qui disparaît. En août 1869, lors de la bataille de Piribebuy, les forces alliées affrontent une armée paraguayenne composée principalement d'enfants et de femmes. Le compte-rendu brésilien de la bataille est glaçant. Nous avons tué plus de 2000 ennemis. La plupart étaient des enfants de moins de 15 ans. Beaucoup portaient de fausses barbes. Certains pleuraient en chargeant nos lignes. Les survivants sont si peu nombreux que Lopez commence à enrôler les femmes. Il forme des bataillons féminins armés de lances et de quelques fusils obsolètes. Ces femmes combattent avec un courage désespéré, sachant que la défaite signifie la fin de leur nation. Mais le courage ne peut pas compenser l'infériorité numérique écrasante. Lopez, pendant ce temps, devient de plus en plus paranoïaque. Il voit des traîtres partout. Il ordonne l'exécution de centaines de ses propres officiers accusés de conspiration. Il fait torturer et tuer son propre frère, Benigno Lopez, et son beau-frère, soupçonné de vouloir négocier la paix. Il fait exécuter des dizaines de prisonniers politiques, y compris des étrangers, craignant qu'il ne révèle sa position aux Alliés. La population civile paraguayenne vit un cauchemar sans fin. Les hommes sont morts ou mourants au front. Les femmes doivent cultiver les champs, élever les enfants, enterrer les morts et parfois combattre elles-mêmes. La famine se répand, les maladies font rage, le choléra tue des milliers de personnes, la variole ravage les camps de réfugiés, la dysenterie décime les troupes restantes. Les estimations varient, mais au début de 1870, le Paraguay a probablement perdu entre 60% et 70% de sa population totale d'avant-guerre. Sur les 450 000 à 525 000 habitants de 1864, il en reste peut-être 150 000 à 200 000. Et parmi ces survivants, les hommes adultes sont presque inexistants. Les estimations les plus conservatrices parlent de 50% de pertes chez les hommes adultes. Les estimations hautes vont jusqu'à 90%. Cela signifie que dans certains villages paraguayens, il ne reste littéralement plus aucun homme vivant. Des communautés entières, composées uniquement de femmes, d'enfants et de quelques vieillards. Des fermes abandonnées parce qu'il n'y a personne pour les cultiver. Des orphelins par milliers, errant dans les ruines des villes. Et Lopez continue de se battre. En 1870, réduit à quelques centaines de fidèles, il fuit à travers les forêts du Nord-Est, poursuivi par la cavalerie brésilienne. Il ne commande plus une armée. Il commande une bande de fugitifs affamés, composée de sa famille, de quelques officiers loyaux et d'une poignée de soldats trop fanatiques ou trop terrifiés pour déserter. Le 1er mars 1870, à Cerro Corá, près de la frontière brésilienne, la cavalerie brésilienne rattrape enfin Lopez. Il y a une brève escarmouche. Lopez, blessé, refuse de se rendre. Selon certains témoignages, ses derniers mots sont « Je meurs pour ma patrie ». Selon d'autres, il meurt simplement en silence, transpercé par des lances brésiliennes. Sa compagne, Elisa Lynch, enterre son corps elle-même, creusant la tombe avec ses propres mains parce qu'il n'y a plus personne d'autre pour le faire. Leur fils aîné, Juan Francisco Lopez, 15 ans, est mort dans la bataille aux côtés de son père. 6 années de guerre s'achèvent avec la mort de l'homme qui les a déclenchées. Mais pour le Paraguay, la guerre n'est que le début du cauchemar. Quand les armes se taisent enfin en mars 1870, le Paraguay n'existe plus vraiment comme nation fonctionnelle. C'est un territoire peuplé de fantômes vivants, un pays sans hommes, une société complètement brisée. Les chiffres exacts sont encore débattus par les historiens aujourd'hui, mais les estimations les plus fiables convergent vers une vérité terrifiante. Population du Paraguay en 1864, 450 000. À 525 000 habitants. Population du Paraguay en 1870, 150 000. À 220 000. Survivants, perte totale. 60% à 70% de la population totale.
Mais ce qui rend cette catastrophe unique dans l'histoire, c'est la répartition démographique des pertes. Les hommes adultes ont été systématiquement sacrifiés. Les estimations les plus conservatrices parlent de 50% de pertes chez les hommes de 18 à 60 ans. Les estimations hautes, basées sur des recensements locaux effectués immédiatement après la guerre, vont jusqu'à 90% dans certaines régions. Un recensement effectué en 1870 à 1871 dans certaines provinces paraguayennes montre un ratio stupéfiant. 4 femmes pour un homme dans les régions les moins touchées. Dans les régions qui ont vu les combats les plus intenses, le ratio monte à 20 femmes pour un homme, voire plus. Il existe des villages entiers où le seul homme survivant est un vieillard de 70 ans ou un garçon de 12 ans. Les conséquences de ce déséquilibre démographique sont catastrophiques et durables. L'économie paraguayenne, basée sur l'agriculture, s'effondre complètement. Les champs ne peuvent pas être cultivés parce qu'il n'y a personne pour les labourer. Les forges construites par Carlos Antonio López sont abandonnées, leurs ouvriers tous morts. Les chemins de fer tombent en ruine, leurs mécaniciens disparus. Les forces d'occupation de la Triple Alliance découvrent un pays fantomatique. Les soldats brésiliens et argentins rapportent des scènes surréalistes, des villages entiers habités uniquement par des femmes et des enfants, des fermes où des fillettes de 10 ans tentent désespérément de faire pousser du manioc pour nourrir leurs frères et sœurs plus jeunes. Des orphelinats improvisés où des centaines d'enfants vivent sans aucun adulte pour s'occuper d'eux, les femmes adultes étant trop occupées à essayer de survivre. Le problème de la succession devient absurde et tragique. Qui hérite des terres quand tous les hommes de la famille sont morts? Qui dirige les entreprises familiales quand le père, les fils, les oncles, les cousins sont tous morts? Le système juridique paraguayen, basé sur la primogéniture masculine, s'effondre face à une réalité où il n'y a plus de mâle à qui transmettre quoi que ce soit. Le gouvernement provisoire, installé par la Triple Alliance, doit improviser des lois complètement nouvelles. Les femmes reçoivent le droit de posséder des terres, non par progressisme, mais par nécessité pure. Il n'y a personne d'autre à qui les donner. Les veuves deviennent chefs de famille par défaut. Des fillettes de 14 ans héritent de fermes entières parce qu'il n'y a littéralement personne d'autre. La reconstruction démographique du Paraguay prend des décennies. La polygamie de facto devient courante, non pas légalement, mais dans la pratique. Un homme survivant peut avoir des enfants avec plusieurs femmes parce que le simple calcul mathématique l'exige. Si on veut repeupler le pays, il n'y a pas d'autre option. L'Église catholique ferme officiellement les yeux sur cette pratique, reconnaissant tacitement que la survie de la nation nécessite une flexibilité morale temporaire. Le gouvernement encourage activement l'immigration. Des Italiens, des Allemands, des Espagnols arrivent, attirés par des offres de terres gratuites. Mais beaucoup repartent rapidement, choqués par ce qu'ils découvrent. Un pays de veuves et d'orphelins, une économie en ruine, une société profondément traumatisée. Les enfants, nés immédiatement après la guerre, grandissent dans un Paraguay méconnaissable. Ils entendent les histoires de leur mère sur « avant la guerre », quand il y avait des hommes dans les villages, quand les fêtes étaient bruyantes, quand les familles étaient complètes. Pour ces enfants, la normalité est un village de femmes. Beaucoup ne voient leur premier homme adulte qu'à l'âge de 5 ou 6 ans, quand des immigrants commencent enfin à arriver. Le traumatisme psychologique collectif est immense. Une génération entière de Paraguayennes a perdu tous les hommes de leur vie, père, frère, mari, fils. La dépression collective, le deuil permanent, le désespoir sont endémiques. Il n'y a pas de psychologues à l'époque, pas de concept de PTSD, pas de support émotionnel organisé. Les femmes doivent simplement continuer à vivre, à cultiver, à élever leurs enfants, à reconstruire, tout en portant un chagrin qui ne finit jamais. Les pertes territoriales aggravent encore la situation. Le traité de la Triple Alliance de 1865 prévoyait le démembrement complet du Paraguay. Dans la réalité, le Paraguay perd environ 140 000 km² de territoire, soit près de 25% de son territoire d'avant-guerre. Le Brésil annexe le nord.
l'Argentine prend une partie du Chaco. Ces territoires perdus incluent des régions agricoles riches et des ressources naturelles vitales. Le Paraguay doit aussi payer des réparations de guerre massives. Le pays est complètement ruiné, sa population décimée, son économie détruite, et pourtant on lui impose une dette qu'il mettra des décennies à rembourser. C'est une dette impossible pour un pays qui a perdu sa force de travail, mais les Alliés l'imposent quand même. La dette et les pertes territoriales retardent encore plus la reconstruction. Le Paraguay de 1880 est encore plus pauvre que le Paraguay de 1870. Il faudra attendre le début du 20e siècle pour que le pays commence vraiment à se relever démographiquement. En 1900, 30 ans après la fin de la guerre, le Paraguay compte environ 600 000 habitants. C'est à peine plus qu'avant la guerre. La croissance démographique a été étouffée pendant une génération entière. Et la composition reste déséquilibrée. Les femmes continuent de largement surpasser les hommes en nombre. Ce n'est qu'au milieu du 20e siècle, presque un siècle après la guerre, que le Paraguay retrouve une pyramide démographique normale. 4 générations ont été nécessaires pour effacer les cicatrices démographiques de 6 années de folie. Aujourd'hui, le Paraguay compte environ 7 millions d'habitants. C'est un pays paisible, relativement stable, démocratique depuis les années 1990. Peu de Paraguayens modernes connaissent les détails exacts de la guerre de la Triple Alliance. Mais tout le monde connaît l'impact. C'est l'événement central de l'histoire nationale, le traumatisme fondateur qui a défini le pays pour toujours. À Asunción, des monuments commémorent les morts. Des musées exposent les uniformes d'enfants soldats, des lances en bois portées par des garçons de 10 ans, des lettres déchirantes de mères qui ont perdu tous leurs fils. Chaque 1er mars, le pays commémore la mort de López à Cerro Corá. C'est un jour férié national, un moment pour réfléchir au prix de l'orgueil démesuré. Mais voici la question que personne ne pose vraiment. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment un seul homme a-t-il pu sacrifier 60% à 70% de son pays entier? Comment une nation entière a-t-elle pu suivre un dirigeant jusqu'à l'extinction quasi totale? La réponse n'est pas simple. López était un dictateur, certes, mais le Paraguay n'était pas un régime totalitaire moderne, avec surveillance électronique et camps de concentration. Les Paraguayens auraient pu se révolter. Ils auraient pu assassiner López. Ils auraient pu simplement refuser de combattre. Certains l'ont fait, désertant vers les lignes ennemies. Mais la grande majorité a continué à se battre, année après année, même quand la défaite était évidente. Pourquoi? Le nationalisme joue un rôle. López a réussi à convaincre beaucoup de Paraguayens qu'ils combattaient pour la survie de leur nation contre des ennemis qui voulaient les détruire. Ce n'était pas complètement faux. Le traité de la Triple Alliance de 1865 prévoyait effectivement le démembrement du Paraguay. Mais López a utilisé cette peur pour justifier une résistance suicidaire, bien au-delà de tout point rationnel. La terreur joue aussi un rôle. López a exécuté des centaines de personnes accusées de trahison ou de défaitisme. La désertion était punie de mort, non seulement pour le déserteur, mais parfois pour sa famille entière. Beaucoup de Paraguayens ont combattu parce qu'ils avaient plus peur de López que de l'ennemi. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond, quelque chose de troublant, l'orgueil collectif. Le Paraguay de López se voyait comme supérieur à ses voisins, plus égalitaire, plus moderne, plus civilisé. L'idée d'être conquis par le Brésil, arriéré, ou l'Argentine, chaotique, était insupportable pour beaucoup. Ils ont préféré mourir plutôt que de se soumettre. C'est un nationalisme pathologique qui a transformé une défaite militaire en extinction démographique. La leçon de la guerre de la Triple Alliance devrait être évidente. L'orgueil national, poussé à l'extrême, mène à l'autodestruction. Un dirigeant qui refuse d'admettre la défaite peut détruire son pays entier. Une population qui suit aveuglément un leader charismatique peut se condamner elle-même. Mais cette leçon a été largement ignorée. Dans les décennies qui ont suivi, le monde a vu d'autres dirigeants mener leur pays vers la destruction totale. Hitler, dans le bunker de Berlin, refusant la capitulation alors que Berlin brûle.
Saddam Hussein provoquant les États-Unis malgré une infériorité militaire écrasante. Des dictateurs modernes qui préfèrent voir leur pays détruit plutôt que d'admettre l'échec. Le Paraguay reste l'exemple le plus extrême. Aucun autre pays dans l'histoire moderne n'a perdu un pourcentage aussi élevé de sa population dans une guerre. Aucun autre pays n'a vu un déséquilibre démographique aussi catastrophique. C'est le record que personne ne veut battre. Mais c'est aussi un avertissement, parce que les conditions qui ont permis cette catastrophe, l'orgueil démesuré d'un leader, le nationalisme aveugle d'une population, le refus d'accepter la réalité, ces conditions existent encore aujourd'hui, dans différents pays, sous différentes formes, mais fondamentalement similaires. La guerre de la Triple Alliance a pris fin en 1870, mais son fantôme hante encore l'Amérique du Sud. Le Paraguay a survécu, techniquement, mais le pays qui existait avant 1864 n'existe plus. Il a été remplacé par quelque chose de différent, quelque chose de né de la tragédie, quelque chose qui porte encore les cicatrices de 6 années de folie collective. Et si vous visitez les cimetières paraguayens aujourd'hui, vous verrez quelque chose d'étrange. Dans les sections anciennes, celles qui datent de 1870, et après, les tombes sont presque exclusivement celles de femmes, rangées après rangées de noms féminins, parce que les hommes n'ont pas eu de tombe. Ils sont morts dans des forêts lointaines, dans des marais, sur des champs de bataille, et leurs corps n'ont jamais été récupérés. Ils ont simplement disparu, effacés de l'existence. Le Paraguay a perdu 60% à 90% de ses hommes en 6 ans. C'est la plus grande perte démographique proportionnelle de l'histoire moderne. Ce n'est pas seulement une statistique. C'est l'histoire de centaines de milliers de vies détruites, de familles anéanties, d'une nation qui a frôlé l'extinction totale. Et tout cela à cause de l'orgueil d'un seul homme qui se croyait le Napoléon de l'Amérique du Sud.